commencé par un voyage. Un voyage à Florence, avec mon épouse. Florence, la florissante. Florence, la Toscane, vantée par les plus grands peintres. Du Caravage à Turner en passant par Monet. Et là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Dans mon corps, je sens une boule grossir au niveau du plexus solaire. Je sens mon sang commencer à couler dans mes veines avec une vitesse vertigineuse. Je sens un tourbillon qui est en train de prendre possession de moi. Est-ce la chaleur, la foule trop dense, la magnificence de ce bâtiment? Toujours est-il que je me sens tiré en arrière. Et bientôt, je me retrouve couché sur les dalles chaudes et grises de la place du Dôme. Bon, les touristes se sont écartés, surtout pour me laisser tomber. Je sens mon épouse qui est en train de me donner quelques gifles. Je me demande si je n'en profite pas. Je reprends mes esprits. On vient m'aider à me relever, tout en draguant sans vergogne mon épouse. Une vieille dame, robe noire, cheveux gris, s'approche de nous et regarde Laurence et commence à lui parler dans un italien rapide. Il faut vous dire que mon épouse est noire de cheveux, à la peau mate. Aussi où que nous nous trouvions dans le sud, on la prend pour une autochtone. En Espagne, on lui parle en espagnol. En Hongrie, en hongrois et en Italie. En Italie. C'est bien, vous suivez. Voilà, exactement. Toujours est-il que Laurence est aussi douée en langue que moi je le suis au point de croix. Bien vite, la vieille se rend compte que le regard de mon épouse est vide et implorant. Aussi, elle lance ses bras au ciel, s'éloigne, et Laurence et moi nous entendons un mot mais qu'on ne comprend pas bien. Stendhal, Stendhal. Je lui explique mon émoi. À ce moment, il y a une belle jeune femme en tailleur bleu qui s'approche de nous. Elle a de longs cheveux noirs, une voix grave, et elle nous parle dans un français sans accent. Excusez-moi de vous déranger. J'ai entendu, monsieur, ce que vous disiez à votre dame. Vous savez, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez eu, c'est le syndrome de Stendhal. Stendhal, oui, vous savez, le rouge et le noir, la chartreuse de Parme. C'est un syndrome, voyez-vous, Stendhal est venu chez nous à Florence en 1817. Il a été ébloui par la basilique Santa Croce. Il disait, quand j'ai quitté Santa Croce, je n'avais plus qu'un seul battement de cœur. J'ai failli m'écrouler. Donc, ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce que vous avez subi, c'est simplement trop d'émotions. Vous êtes sensible à l'art. Ma foi, c'est plutôt positif. Un délice. Un délice qui délie les langues et les esprits. Au bout d'une heure, nous étions comme des amis de toujours. Hugo, qui parle un français sans aucun accent, se retourne vers moi. Dites-moi, Christian, quand je suis entré tout à l'heure, vous aviez l'air absorbé par le violon au-dessus de la cheminée. Je me trompe? Du tout, Hugo, du tout. Effectivement, en regardant ce violon tout à l'heure, j'ai eu une drôle d'impression. Son vernis a l'air de danser comme des flammes dans un âtre. Danser. Christian, vous ne pouviez pas mieux choisir votre mot. Danser. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de ce violon? Comment résister? Giuseppe, petit enfant, adore se promener dans l'atelier de son père. Son père est luthier. Il aime à sentir les odeurs de vernis. Il aime à toucher le bois brut et puis le bois raboté. Il sait déjà, même s'il n'a que 4 ans, que plus tard, il sera luthier comme papa. Et dès qu'il a l'occasion, quand il n'est pas dans l'atelier, il prend la main de sa mère et la tire vers les forêts de Cremona. Car Giuseppe adore la forêt, adore jouer avec les arbres. Il aime à fermer les yeux, se perdre et toucher un arbre et essayer de le reconnaître, rien qu'en le touchant. Élancé, des branches qui se couchent sur le tronc, un tronc fissuré, un peuplier noir, rassurez-moi.
écorce en écaille, une odeur caractéristique, un épicéa, c'est certain. Ouais. Mes amis, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons jouer. Je vous propose de donner une valeur à chacun de nous. Et on va commencer par moi, évidemment. Alors, dites-moi, mes amis, que pensez-vous que je vaux? Le père de Giuseppe n'ose répondre. Il risque de vexer l'homme. Ma foi, si le prix qu'il donne est trop élevé et qu'il n'a pas assez, il sera fâché. Et inversement, s'il donne un prix trop bas et qu'il mérite plus, selon son dire, il sera fâché également. Que faire? Le père n'ose répondre. Giuseppe s'avance. Moi, je pense que tu vaux 100 livres. 100 livres? Mais gamin, enfin, 100 livres, 100 livres. Mais 100 livres, c'est à peine le prix du manteau que je porte. Justement, c'est pour ça que tu vaux 100 livres. Ce soir, comme les autres soirs, la mère de Giuseppe est en train de lui raconter une histoire. Il était une fois un village dans les montagnes, Dolce Acqua. Un village sur le torrent de la Nervia. Et dans ce village vit Enzo, le herdier du village. Savez-vous ce qu'est un herdier? Le herdier, c'est celui qui rassemble tous les animaux des différents propriétaires du village et qui va les faire paître dans les prés. Et Enzo, herdier du village, se retrouve devant le torrent de la Nervia, regarde de l'autre côté et se lamente. Il nous faudrait un pont au-dessus du torrent, un pont de pierre bien large, bien dur, sur lequel on pourrait faire passer les bêtes. De l'autre côté, les prés sont verts et pourraient bien nourrir nos animaux. De ce côté-ci, il n'y a presque rien. Qu'à côté de lui apparaît un être étrange comme sorti des flammes de l'âtre. Un être grand, avec 2 cornes sur le front, une queue fourchue, 2 sabots aux pieds, le diable en personne. Mais bien sûr que je pourrais construire un pont au-dessus de la Nervia. Enfin, le diable peut tout. D'ailleurs, tu sais quoi, Enzo? Demain, je me mets à l'ouvrage. En une journée, à minuit exactement, un pont de pierre sera construit au-dessus du torrent. Vraiment, vous allez réussir à faire ça? Je m'y engage. Très bien, mais que demandez-vous en contrepartie? Habituellement, je demande l'âme de mon commanditaire. Enzo obéit, évidemment. Mais ce n'est pas lui qui réagit le premier, c'est Gina. Oui, mais diable, ce n'est pas juste. Je ne vois pas pourquoi Enzo devrait perdre son âme. Après tout, s'il veut un pont, c'est pour tout le monde, c'est pas pour son profit personnel. Tu n'as pas à le punir, lui. Il faut trouver autre chose. Diable, je te propose que tu prennes simplement le premier qui passe sur le pont. Ainsi, ce sera plus juste. Maman, cette histoire-là, c'est celle que je préfère. Mais tu sais, maman, tu sais, le diable, il ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur. Moi, si un jour je le rencontre, eh ben, j'arriverai aussi à jouer avec lui. Oui, je suis certain. Moi aussi, Giuseppe, j'en suis certain. Mais là, Yaya, il est temps de dormir. Il s'approche. Belle dame, m'accordez-vous cette danse? Celle-ci, et puis toutes les autres. Cette nuit-là, ils ont dansé jusqu'au matin. En parlant beaucoup, en apprenant à se connaître, en s'apprivoisant, en riant ensemble. Et au petit matin, leurs cœurs battent à l'unisson. Depuis, il n'y a plus un bal où on les voit ensemble. Et ils dansent ensemble toutes les danses de la soirée. Inévitablement, Giuseppe demande la main de Caterina. Et on lui accorde.
Tout est donc parfait dans le meilleur des mondes possibles. Et comme de Giuseppe. Giuseppe regarde le fusain dessiné comme hypnotisé. Mais il sent son cœur se raidir quand l'étranger prend le parchemin et le fait brûler à la bougie. Mais enfin, pourquoi faites-vous ça? Ne vous inquiétez pas, maître, je suis prêt à vous aider. Tenez, il n'y a qu'à signer ce parchemin. Ne vous inquiétez pas, je ne demande pas d'argent, rien de tout cela, non. Tout ce que je vous demande, c'est votre âme à votre mort. Aujourd'hui, dans la maison, il y a effervescence. Katharina vient de perdre les os. On appelle la sage-femme, les médecins, on fait venir toutes les servantes, on fait bouillir de l'eau et nettoyer tous les torchons. On installe la belle Katharina dans sa chambre, dans un lit à baldaquin, bien confortablement installé, avec de gros coussins. Et Giuseppe, on le met dans la pièce d'à côté. Et Giuseppe attend. Et la journée est longue. Terriblement longue. De temps en temps, il entend un petit cri, plus rien. La porte s'ouvre, le médecin s'approche, se veut réconfortant. Tout va bien, Giuseppe, ne vous inquiétez pas. L'enfant prend son temps, mais il vient doucement, doucement. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Patientez encore un peu, je vous laisse, j'y retourne. Le médecin veut refermer la porte, et Giuseppe de sentir comme une enclume qu'on pose sur sa poitrine. Est-ce que c'est sa propre angoisse qu'il voit dans le regard de ce médecin, ou réellement le médecin avait l'air inquiet? La messe finie, le maître de chapelle a pris le violon rouge, l'a posé sur son épaule et a commencé à jouer. En un instant, toute l'atmosphère de la cathédrale a changé. Certains ont souri. C'est tellement beau. Et ils ont compris. Dans ce violon, Giuseppe a mis tout son amour. Dans ce violon, Giuseppe a mis toute son âme. À côté du bénitier, le diable blêmit. Il se rend compte que jamais il n'aura l'âme du luthier. Giuseppe s'est joué de lui.